En 2016, je venais de finir mes études. J'étais à la fois jeune et insouciant. Et c'est alors que j'ai vécu une première expérience professionnelle qui s'est avérée être un véritable défi. Je m'appelle Benjamin, je suis neuropsychologue, psychologue du travail et psychothérapeute. Tout juste diplômé en cette année 2016, j'ai intégré un laboratoire de recherche scientifique à Caen intitulé NIMH pour neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine, un centre de recherche de pointe en neuropsychologie qui étudie le fonctionnement du cerveau humain. Ce laboratoire s'intéressait notamment à l'impact de traumatismes psychologiques sur notre cerveau, à savoir pourquoi certains événements traumatiques peuvent laisser des traces, mais surtout pourquoi, face à un même événement, certaines personnes arrivent à surmonter un traumatisme alors que d'autres développent une dépression, un stress chronique ou ce que l'on appelle un stress post-traumatique. Pour creuser ces questions, j'ai participé à une étude qui s'appelle Remember, une étude scientifique. Son objectif, comprendre les effets des attentats de Paris du 13 novembre 2015 sur les personnes présentes au Bataclan ou sur les terrasses. Mon travail, à l'époque, c'était de faire passer des tests aux participants de l'étude, à savoir les rescapés. Tests de mémoire, de concentration, de capacité à identifier les émotions, mais aussi évaluer le niveau de stress chez ces rescapés pour savoir quelles étaient les conséquences de ces événements traumatiques. Et donc, en quelques mois, je passe des bancs de l'école à écouter et lire des récits traumatiques à longueur de journée pendant plus d'un an, et j'avais 23 ans. Alors certains récits m'ont marqué, j'ai eu des descriptions détaillées des événements. Je me suis mis à la place de certains rescapés qui sont restés plus d'une demi-heure dans la fosse du Bataclan, à faire les morts au milieu des corps, à voir des terroristes sourire et tirer au hasard sur les corps pour être sûr d'atteindre de potentiels survivants. Ou encore le témoignage d'une autre victime, après s'être échappé, témoin de cette scène de guerre, prendre la route pour se rendre à un mariage le lendemain, sans avoir partagé à sa famille, même un an plus tard, qu'il était présent sur les lieux ce jour-là. J'ai aussi écouté des secouristes qui sont arrivés peu de temps après la neutralisation des terroristes. Et tous s'accordaient à dire que le plus marquant était de voir tous ces téléphones sur le sol vibrer à l'unisson, de voir des parents, un frère, une sœur, tenter de joindre leurs proches. Alors cette étude, elle a démarré un an après les attentats, c'était en 2016, et après avoir rencontré plusieurs dizaines de personnes dans cette étude, j'ai pu observer des réactions très différentes. Certains rescapés vivaient avec un stress chronique, un stress post-traumatique. Autant dire que ça impactait lourdement leur quotidien, avec une tendance à s'isoler, une difficulté à sortir de chez soi, à se rendre au travail, et pour certains d'entre eux, l'apparition d'une irritabilité qui affectait leurs relations. D'autres rescapés, eux, présentaient aussi des symptômes de stress, mais à une intensité moindre, pas assez importante pour les empêcher de fonctionner au quotidien. Et puis d'autres rescapés, eux, ne présentaient aucun signe de stress. Certains ont même pris un virage à 180 degrés dans leur vie. Je me souviens de certaines personnes qui ont pris la décision de déménager, changer d'emploi et se lancer dans leur passion. Par exemple, comme photographe entrepreneur, ou encore se lancer dans des projets de gîte, comme si ces événements avaient constitué un tremplin vers une vie nouvelle. À ce moment-là, dans ma jeune carrière, à 23 ans, j'ai eu comme une prise de conscience. J'ai commencé à me poser des questions sur le plan scientifique. Comment expliquer des réactions aussi différentes face au même événement? Et par la suite, ça m'a amené à me poser d'autres questions encore plus larges qui allaient bien au-delà du traumatisme, notamment dans les différences de fonctionnement psychologique entre les individus, dans la manière dont chacun pense, ressent et réagit aux situations. Tenez, par exemple, dans votre travail, dans une situation de désaccord, voire même de conflit, avez-vous déjà remarqué que certaines personnes réagissent en évitant à tout prix le conflit, alors que d'autres arrivent à s'affirmer, toujours dans le travail? Pourquoi certaines personnes semblent-elles plus à l'aise dans des projets d'équipe, collaboratifs, alors que d'autres ont plus de mal à s'impliquer, à communiquer ou accepter la critique? Dans la vie personnelle, cette fois, pourquoi certaines personnes ont-elles peur de l'abandon? Sont-elles sensibles au rejet? Alors que d'autres semblent plus indépendantes et préfèrent garder une distance dans leurs relations. En bref, il y a une question qui a orienté toute ma carrière et qui guide encore aujourd'hui ma pratique de psychologue.
Qu'est-ce qui explique ces différences de réaction, de comportement et de fonctionnement entre les individus? Avec mon parcours en psychologie, j'ai constaté que l'une des réponses à cette question fondamentale réside dans notre passé, dans nos premières expériences de vie à l'enfance, qui continuent d'influencer notre comportement à l'âge adulte et qui s'appelle l'attachement. Notre style d'attachement explique en grande partie nos réactions du quotidien. Mais arrêtons-nous un instant sur ce terme que l'on entend souvent, l'attachement. C'est un système de survie qui s'opère en deux étapes. Et c'est comme un interrupteur. On l'allume et on l'éteint. Étape numéro 1, quand on ressent du stress ou des émotions négatives, par exemple face à un échec, quand on doute de nos capacités, on allume l'interrupteur. On allume notre système d'attachement pour se mettre en mode relationnel. Donc nous allons chercher du soutien, du réconfort et une approbation auprès des autres. Étape numéro 2, quand on se sent apaisé, que les émotions négatives diminuent suite à cette recherche de soutien, on éteint notre système d'attachement pour passer du mode relationnel au mode indépendant. Notre attention n'est alors plus centrée sur notre besoin de réassurance à l'intérieur de nous, mais sur l'environnement à l'extérieur de nous. Et à ce moment-là, on peut se recentrer sur nos propres projets, notre travail, nos loisirs. Finalement, le regard des autres importe peu. Donc cette activation, cette alternance entre activation et désactivation du système d'attachement de l'interrupteur permet de jongler entre recherche de validation, de connexion aux autres et indépendance. Et ce phénomène est présent chez tout le monde. Mais maintenant, vous allez me dire si ce système d'attachement, cet interrupteur opère en chacun de nous, qu'est-ce qui fait que nos réactions diffèrent autant face à une même situation? Eh bien, en fait, c'est le réglage de l'interrupteur qui varie d'une personne à l'autre. Dans une situation donnée, notre interrupteur est presque toujours allumé. Il n'est jamais éteint et nous restons prisonniers du mode relationnel. Nous sommes dans une recherche constante d'attention et de réassurance. Et c'est ce que l'on appelle l'attachement anxieux. L'attachement anxieux, quand l'interrupteur reste bloqué en position allumée, dans ce mode relationnel, se caractérise par une forte dépendance émotionnelle, un besoin excessif de réassurance, la peur d'être rejeté ou abandonné, ça c'est quand on écrit un message à son conjoint ou sa conjointe pour se rassurer, mais aussi des ruminations récurrentes et du stress quand le soutien n'est pas immédiat. Donc quand on est dans ce mode d'attachement anxieux, la perception que nous avons de nous-mêmes, de notre propre valeur, dépend de l'attention que l'on reçoit. Et donc quelque part, nous sommes dépendants du regard des autres. Et c'est la raison pour laquelle nous restons prisonniers de ce mode relationnel, en recherche d'attention et de réassurance. Pour d'autres personnes, c'est complètement l'inverse. L'interrupteur est presque toujours éteint. Elles sont dans une recherche constante d'indépendance et ont du mal à se confier. C'est ce que l'on appelle l'attachement évitant, en opposition à l'attachement anxieux. Quand l'interrupteur reste bloqué cette fois-ci en position éteinte, dans ce mode indépendant, ça se caractérise par une tendance à éviter l'intimité, le soutien social, et une difficulté à se dévoiler et à parler de ses émotions. Donc l'attachement évitant, c'est quand on a du mal à se dévoiler, on a peur de devenir dépendant des autres, parce que être dépendant des autres signifie risquer d'être abandonné et souffrir, alors que dans l'attachement anxieux, nous sommes déjà dépendants du regard des autres. Bien sûr, ces modes d'attachement sont dynamiques. Le contexte va nous faire solliciter un mode d'attachement plutôt qu'un autre. Je pense par exemple à une situation de deuil. Quand on perd un proche ou suite à une rupture, certains se mettent en mode relationnel, activent leur interrupteur et vont chercher du soutien et du réconfort, alors que d'autres sont dans l'évitement. Ils ne veulent pas parler et préfèrent s'isoler. Mais au-delà du contexte, nous sommes aussi tous, dans notre génétique, prédisposés à mobiliser un mode d'attachement plutôt qu'un autre. À l'âge de 17 ans, je m'en souviens comme si c'était hier, il m'était impossible de rentrer dans un magasin, aller à la rencontre d'un vendeur et lui demander une information tellement j'avais peur du regard des autres. Je présentais tous les symptômes de l'anxiété sociale. Palpitations, souffle court, peur d'être rejeté, boule au ventre. J'étais clairement dans un mode d'attachement anxieux, interrupteur allumé. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, à l'âge de 20 ans, je suis parti étudier à New York, puis ma licence de psychologie dans le sud des États-Unis. Partir seul, à l'aventure, dans un environnement inconnu, m'a permis de me familiariser
avec le regard des autres, d'apprendre à éteindre mon interrupteur, de devenir plus indépendant, moins sensible au regard des autres, et d'être aujourd'hui face à vous. Donc la leçon à tirer dans tout ça, c'est que l'on peut apprendre à mobiliser les bons comportements pour débloquer son interrupteur. Si vous êtes plutôt dans un mode d'attachement anxieux, je vous invite à tracer votre propre chemin, à faire vos propres choix, à vous détacher dans une certaine mesure de la vie des autres. Si à l'inverse, vous êtes plutôt dans un mode d'attachement évitant, je vous encourage à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin, à exprimer ce que vous ressentez, à vous reposer sur votre entourage pour être plus efficace dans votre travail, vos loisirs et vos passions. Donc, face à une situation stressante, face à un défi du quotidien, il y a une question à se poser. Est-ce que votre interrupteur est bien positionné? Dans quel mode d'attachement vous vous trouvez à cet instant précis? Est-ce que ça vous ralentit ou au contraire, ça vous aide à avancer ce vers quoi vous voulez aller?